Je ne pense pas être si doué que je pourrais venir ici tous les jours pendant 17 ans et vous tromper, c'est moi. Et mon intention a toujours été d'être la meilleure personne possible. Et si j'ai un jour déçu quelqu'un, si j'ai un jour blessé les sentiments de quelqu'un, j'en suis profondément désolé. Hélène Desgeneres a bâti sa carrière autour de 2 mots très simples, soyez gentil. Pendant près de 2 décennies, elle est apparue chaque après-midi sur les écrans de télévision américains. Elle offrait des voitures, embrassait des célébrités et apportait le sourire à des millions de personnes. Mais en 2020, tout a changé. D'anciens employés ont commencé à parler. Ils racontaient des histoires de peur de harcèlement et un lieu de travail enveloppé de terreur. La femme qui avait toujours prêché la bienveillance était accusée d'avoir créé une culture où les employés avaient même peur de la regarder en face. En 2022, son empire s'était effondré. Que s'est-il vraiment passé derrière les portes de ce studio? La vérité était plus sombre que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Hélène Desgeneres est née le 26 janvier 1958 à Metairie en Louisiane. Son père Elliot travaillait comme agent d'assurance tandis que sa mère Betty travaillait dans l'immobilier. Mais leur foyer ne ressemblait pas à celui des familles ordinaires. Il était régi par les croyances strictes de la science chrétienne. Son père était le premier lecteur de leur église, un rôle similaire à celui d'un prédicateur. Et il suivait les enseignements de la religion sans jamais les remettre en question, sans laisser de place au débat. Interdiction de boire, de fumer, de jouer, de montrer ses émotions ou de prendre des médicaments. Même des choses comme l'aspirine étaient interdites. Hélène n'a vu un médecin pour la première fois qu'à l'âge de 13 ans. Il croyait que tout problème pouvait être résolu par la prière. Si l'on tombait malade, on vous disait simplement que vous n'aviez pas prié avec assez de sincérité. Elle a grandi dans un endroit où il fallait toujours prétendre que tout allait bien même quand ce n'était pas le cas. Et les émotions étaient quelque chose qu'on n'avait pas le droit de montrer. Puis 1973 est arrivé. Ses parents ont décidé de se séparer et en 1975, ils ont officiellement divorcé. Hélène n'avait alors que 15 ans. Comme sa famille était si fermée sur le plan émotionnel, elle ne l'a jamais vu venir. Elle ne savait même pas qu'il y avait des problèmes entre eux. Elle a dit un jour qu'elle n'avait jamais su ce que quiconque dans sa famille ressentait vraiment. La secte de la science chrétienne lui avait ôté toute chance d'avoir des relations normales. Et le divorce a tout brisé pour de bon. Sa mère Betty a emmené Hélène à Atlanta au Texas. Son frère Vance est resté en Louisiane avec leur père. La famille s'était effondrée. Hélène, encore adolescente, a été forcée d'assumer des responsabilités d'adulte à la maison. Sa mère était profondément affligée, et Hélène a dû essayer de s'occuper d'elle. Enfant, Hélène avait de nombreux rêves. Elle aimait les animaux et voulait devenir vétérinaire. Mais ces rêves entraient en conflit avec sa religion. Devenir vétérinaire signifiait placer sa foi dans la science et la médecine, ce qui n'était pas accepté dans le monde où elle avait grandi. Elle avait beaucoup de questions sur le fonctionnement du corps humain. Mais même ces questions n'avaient pas le droit d'exister. Son esprit aspirait à explorer tandis que ses circonstances la forçaient à l'obéissance et au silence. Elle remarquait les contradictions entre ce que disaient les adultes et ce qu'elle voyait de ses propres yeux. Mais quand on est enfant et qu'on réalise que le monde n'a pas de sens, tout ce qu'on peut faire, c'est garder ses pensées pour soi. Pendant des années, cette pression a continué de s'accumuler en elle. Puis en 1976, sa mère s'est remariée. Betty a épousé un homme nommé Roy Grusendorf et la famille s'est installée à Atlanta au Texas. Hélène a dû tout recommencer avec une nouvelle école, une nouvelle ville et un nouveau beau-père. À peu près à la même époque, Betty a reçu un diagnostic de cancer du sein. Elle a dû subir une mastectomie, ce qui impliquait une opération chirurgicale et des soins médicaux. Exactement ce que leur religion leur enseignait à considérer comme mal. Mais à ce moment-là, elle n'avait plus le choix. Cela fut un moment qui ébranla leur foi. On ne parlait jamais de l'opération. Hélène, âgée de seulement 16 ans à l'époque, aidait discrètement sa mère à se rétablir. Elle devait faire des exercices avec sa mère et s'occuper de ses blessures. Cette expérience a rapproché la mère et la fille. Mais en même temps, elle a forcé Hélène à grandir une fois de plus. Elle n'était plus simplement une fille. Elle était à la fois infirmière et aidante, alors même qu'elle n'était encore qu'une adolescente essayant de terminer ses études et de faire face à une famille brisée. Et puis les choses ont commencé à empirer. Le beau-père d'Hélène Roy a commencé à abuser d'elle. Elle n'avait que 15 ans quand cela a commencé. Il disait à la jeune fille qu'il devait examiner sa poitrine pour vérifier l'absence de grosseur, prétendant que cela avait un lien avec le cancer de sa mère. Il a profité de son innocence et de sa peur. Une nuit, il a essayé de forcer l'entrée de sa chambre. Terrifiée, elle a défoncé une fenêtre d'un coup de pied et s'est enfuie. Cette nuit-là, elle est restée à l'hôpital simplement pour se sentir en sécurité. Mais elle est restée silencieuse. Elle ne comprenait pas encore assez son corps, ni la notion d'abus pour mettre des mots sur ce qui lui arrivait. Elle s'en voulait d'avoir été trop effrayée pour l'arrêter.
Ce n'est que de nombreuses années plus tard, en 2005, puis à nouveau en 2019, qu'elle a parlé publiquement de ce qui s'était passé dans le but d'aider d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Après le lycée, la vie ne s'est pas simplifiée. Elle a obtenu son diplôme du lycée d'Atlanta en 1976, mais n'a suivi qu'un seul semestre à l'université de la Nouvelle-Orléans avant d'abandonner. Elle était censée étudier la communication, mais elle a plutôt dû se battre pour joindre les deux bouts. Le divorce de ses parents signifiait qu'elle n'avait plus de soutien financier. Alors elle a accepté n'importe quel emploi qu'elle pouvait trouver. Elle a travaillé dans un cabinet d'avocats avec sa cousine Laura, puis chez JCPenney, a servi comme serveuse chez TGI Fridays, puis a peint des maisons, travaillé comme barmaid et comme réceptionniste. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour survivre. Elle comprenait parfaitement l'ironie de la situation. Des années plus tard, elle deviendrait riche avec une fortune dépassant les 500 millions de dollars. À l'époque, cependant, ce n'était qu'une jeune femme pauvre, luttant pour gagner sa vie. Le cancer de sa mère avait ébranlé la foi de sa famille jusque dans ses fondements. Mais ce qui a rendu les choses encore pires, c'est le silence. Personne ne parlait de la mastectomie. Personne ne parlait des émotions. Hélène a dû tout porter tout en faisant semblant que rien ne s'était passé. Elle a dû vivre selon des règles religieuses qui n'avaient plus aucun sens pour elle. C'est aussi à ce moment-là qu'elle a définitivement abandonné la religion. Elle est devenue agnostique, rejetant les idées qui avaient contrôlé sa vie depuis sa naissance. Son frère Vance a choisi un chemin différent. Né en 1958, 4 ans avant Hélène, il avait servi dans le corps des marines. Il s'est ensuite tourné vers la musique et est devenu une figure importante de la scène musicale underground de la Nouvelle-Orléans à la fin des années 1970. Il jouait de la basse dans le groupe The Cold, qui fut plus tard intronisé au Louisiana Music Hall of Fame. Il a même travaillé comme animateur radio. Pendant qu'Hélène était piégée dans des emplois sans avenir et subissait des abus, Vance créait. Ils ont suivi des chemins différents, mais sont restés extrêmement proches. Tous deux se soutenaient toujours l'un l'autre malgré la distance entre leurs états. Hélène avait autrefois rêvé de travailler dans le domaine juridique, mais les abus qu'elle a subis et la trahison de sa mère ont brisé ce rêve. Lorsqu'Hélène a finalement révélé à sa mère les abus de Roy Betty, ne l'a pas cru. Elle a continué à vivre avec Roy pendant 18 années supplémentaires jusqu'à sa mort en 1997. Ce déni a profondément blessé Hélène. À la même époque, elle travaillait dans un cabinet d'avocats, entourée de gens censés protéger autrui. Pourtant, personne ne la protégeait, elle. À 22 ans, une nouvelle tragédie l'a frappée. Hélène était amoureuse d'une femme nommée Kat Perkoff. Les deux s'étaient temporairement séparés et Hélène avait déménagé. Une nuit de 1980, elle a été témoin d'un terrible accident de voiture. Sur le moment, elle ne savait pas que Kat se trouvait dans la voiture. Elle est morte à seulement 23 ans. Le lendemain matin, Hélène a appris ce qui s'était passé et a été complètement dévastée. Elle ne pouvait plus payer son loyer et s'est finalement retrouvée à dormir sur un matelas dans un sous-sol infesté de puces. Au plus bas de son désespoir, elle s'est demandé pourquoi sa petite amie devait mourir, alors que les puces, elles continuaient de se multiplier. Cette pensée est devenue son premier numéro de stand-up, un appel téléphonique à Dieu. C'était à la fois sombre, douloureux et drôle. Zoa numéro A ouvert la voie à sa carrière de stand-up. Elle a débuté au Clyde's Comedy Club de la Nouvelle-Orléans en 1981, entrant simplement et se présentant comme comédienne. Elle n'avait aucune expérience, seulement une douleur brute qu'elle a transformée en rire. En 1981, elle a participé à un concours national retransmis sur Showtime appelé Funniest Person in America. Elle a gagné. Cette réussite a tout changé. Elle est passée d'une personne enchaînant des petits boulots, dépendant des pourboires, à un nom connu dans tout le pays. Elle a commencé à tourner, a été invitée sur HBO et n'a soudain plus eu à se débrouiller au jour le jour. Elle avançait régulièrement vers le succès. Plus tard cette année-là, elle a déménagé à San Francisco pour rejoindre la scène comique locale. Elle se produisait dans des clubs comme le Punchline et le Cobb's, enchaînant plusieurs numéros chaque soir, parfois sans être payée du tout. Son style était doux et subtil, contrastant avec l'approche plus audacieuse de nombreux comédiens de l'époque. Mais elle a persévéré, affinant constamment son phrasé et sa voix devant des publics exigeants. Elle a progressivement appris ce qui faisait rire les gens et ce qui les faisait réfléchir. Puis est venu le moment qui a changé sa vie. En novembre 1985, elle a été invitée à se produire dans The Tonight Show avec Johnny Carson. Ce jour-là, elle a oublié de mettre le frein à main et a dû courir après sa voiture sur Melrose Avenue. Une fois sur scène, elle a joué son numéro d'appel téléphonique à Dieu inspiré par la mort de son premier amour. Carson a adoré le numéro. Il a rompu avec la tradition et l'a invité à s'asseoir sur le canapé, un geste qu'il n'avait jamais fait pour une comédienne lors de sa toute première apparition. Cette soirée a fait d'elle une star. Ellen DeGeneres n'a pas connu le succès du jour au lendemain.
Dès 1989, elle a fait sa première apparition télévisée dans le rôle de Margot Van Mater, une secrétaire excentrique et exagérément enthousiaste. C'était une émission de télévision appelée Open House diffusée sur Fox à partir du 27 août. L'émission n'a duré que 24 épisodes et s'est terminée le 6 mai 1990. Hélène n'y tenait pas le rôle principal. Elle apportait le comique de situation dans une agence immobilière peuplée de personnages excentriques. Personne ne le savait à l'époque, mais ce fut véritablement le premier pas qui l'a mené de la scène du stand-up vers la télévision scénarisée. La série n'a duré qu'une seule saison avant de se terminer, mais elle a tout de même laissé une impression durable chez les téléspectateurs. Puis en 1992 est arrivée Laurie Hill. Hélène White jouait une infirmière nommée Nancy McIntyre. Seulement 5 épisodes avaient été diffusés lorsque ABC a annulé la série le 28 octobre. Ce fut un échec. Pourtant, même avec seulement quelques brèves minutes à l'écran, un critique de télévision a affirmé qu'Hélène était la seule raison de regarder l'émission. Les producteurs étaient du même avis. Bien que l'émission ait échoué, ils ne l'ont pas oubliée. Lorsqu'ils ont créé une nouvelle série par la suite, ils ont écrit un rôle spécifiquement pour elle. Cette série a été diffusée pour la première fois en 1995. Elle s'appelait à l'origine These Friends of Mine, mais en 1995, elle a été renommée Hélène, pour éviter toute confusion avec Friends, qui était devenu populaire cette année-là. Hélène White jouait Helen Morgan, une timide propriétaire de librairie. La série a compté au total 109 épisodes et s'est achevée en 98. Mais c'est l'épisode 22 de la saison 4 qui a tout changé. L'épisode a été diffusé le 30 avril 1997. Le personnage d'Hélène faisait son coming out à la télévision nationale. Peu avant, Hélène avait elle-même fait son coming out publiquement dans la vraie vie. Elle est apparue en couverture du magazine Time, le 14 avril, avec 3 mots « Yep, I'm gay ». Oui, je suis gay. L'épisode a attiré 42 millions de téléspectateurs. C'était le programme le mieux noté d'ABC cette année-là. Mais immédiatement après sa diffusion, son studio a été inondé de lettres de haine, des milliers de courriers et plus grave encore d'une menace à la bombe. Quelqu'un a appelé pour proférer cette menace, mais le timing avait été mal calculé. L'équipe avait déjà terminé le tournage à ce moment-là. Hélène a plus tard confié n'avoir jamais eu aussi peur de sa vie. ABC a commencé à reculer. La chaîne a commencé à apposer des avertissements parentaux sur ces épisodes, simplement parce qu'ils comportaient des scènes impliquant des personnes homosexuelles. Après cela, tout a progressivement commencé à s'effondrer. Les audiences se sont effondrées. En 1980, l'émission se classait 30e, mais en 1998, elle était tombée à la 45e place. Hélène a perdu un tiers de son public. ABC a tourné 3 épisodes supplémentaires. La chaîne a refusé d'en diffuser 2. L'un de ces épisodes présentait un baiser entre personnes de même sexe. ABC estimait que la série était allée trop loin. Les groupes conservateurs applaudissaient et célébraient même cela, tandis que les groupes médiatiques LGBTQ jugeaient que la série était devenue trop sérieuse. La carrière d'Hélène s'est arrêtée net. En mai 1998, ABC a annulé la série. 2 épisodes achevés sont restés inédits. Il n'y a eu ni au revoir, ni conclusion, seulement le silence. Et c'est alors que l'ère Anne Heche a commencé. Elles ont officiellement formé un couple de 1997 à 2000. Le monde n'était pas prêt à cette époque. Tout a changé au moment où les 2 femmes sont apparues ensemble à la première du film Volcano. Anne aura été menacée d'être renvoyée. Hélène a elle aussi été mise sur liste noire. Un dirigeant de la Fox aurait déclaré qu'Anne ne serait pas engagée dans un film avec Harrison Ford tant qu'elle resterait avec Hélène. Lors de cette même première, du personnel de sécurité leur a tapoté l'épaule et leur a dit qu'elles n'étaient pas autorisées à être photographiées ensemble. Le message ne pouvait pas être plus clair, partez. Lorsqu'elles se sont séparées en 2000, l'histoire a pris une tournure encore plus sombre. Un jour plus tard, Anne a été retrouvée chez un inconnu à Fresno, dans un état confus, se faisant appeler Celestia et parlant d'un vaisseau spatial. Elle a plus tard admis avoir consommé de l'ecstasy et lutté contre un profond traumatisme psychologique remontant à son enfance. Ça fut l'une des ruptures de célébrité les plus choquantes de cette décennie à Hollywood. En 2001, Hélène a tenté de relancer sa carrière avec une nouvelle série sur CBS intitulée The Ellen Show. C'était sa 2e tentative de sitcom. Elle, oui, jouait une cadre en technologie de retour dans sa ville natale. La série fut un échec majeur. Seuls 13 épisodes furent diffusés. Les audiences se sont effondrées en l'espace de quelques semaines seulement. L'émission fut retirée de la grille en janvier 2002. Ce fut le 2e échec télévisé majeur d'Hélène en seulement 4 ans. Mais c'est alors que survint le plus grand tournant de sa vie. Le 8 septembre 2003, The Ellen DeGeneres Show a officiellement fait ses débuts. L'émission n'avait pas de production élaborée. Elle était tournée dans le petit studio 11 de NBC à Burbank. Personne n'avait de grandes attentes, mais Hélène dansait. Elle offrait des cadeaux. Elle mettait les célébrités à l'aise.
Et d'une manière ou d'une autre, cette approche a fonctionné. L'émission a remporté 15 Daytime Emmy Awards dès ses 3 premières saisons. Cela ne s'était jamais produit auparavant. En 2005, elle attirait 2,5 millions de téléspectateurs chaque jour. Sa promotion des 12 jours de cadeaux a offert plus de 3 000 $ de présents à chaque membre du public sur 12 épisodes. En 2008, l'émission a dû déménager dans un lieu plus grand. En 2015, Warner Bros. A rebaptisé le studio The Ellen Stage. L'émission a duré 19 saisons totalisant 339 épisodes. Elle a reçu 161 nominations aux Emmy Awards et en a remporté 63. Elle a même transformé la télévision de jour en créant du contenu viral avant beaucoup d'autres. 16 vidéos devenaient virales sur YouTube et Facebook avant que d'autres émissions ne sachent efficacement publier des vidéos. Des invités pleuraient, des enfants dansaient, des célébrités faisaient de la une. À son apogée, Ellen dépassait les 4 millions de vues. 2 millions de personnes la suivaient chaque jour. Les cadeaux, les jeux et les concours de danse la rendaient, semble-t-il, imbattable. Puis vint le monde de Nemo. Locke-Film s'est sorti le 30 mai 2003. Mais Ellen avait commencé à enregistrer la voix de Dory dès 1998. Le réalisateur Andrew Stanton avait écrit ce rôle spécifiquement pour elle. Le film a rapporté près d'1 milliard de dollars dans le monde. Locke-Film disposait d'un budget de production de 94 millions de dollars. La performance vocale d'Ellen est devenue emblématique. La scène où elle parle à une baleine est devenue un moment culte, et elle a plusieurs fois insisté pour obtenir une suite. La suite est finalement arrivée en 2016. En 2008, Ellen a épousé Portia de Rossi. Elles avaient initialement prévu une cérémonie d'engagement, mais lorsque la Californie a légalisé le mariage entre personnes de même sexe, cet été-là, Ellen a fait sa demande. Elles se sont mariées le 16 août dans leur maison de Beverly Hills. Il n'y avait que 19 invités, et toutes deux portaient des tenues de mariage sur mesure créées par Zac Posen. Sa mère Betty et la mère de Portia, Margaret, étaient toutes deux présentes. Portia a légalement changé son nom pour Portia Lee James DeGeneres en 2010, bien qu'elle ait continué à utiliser son nom de scène. En 2014, la carrière d'Ellen atteignait son apogée. Le 2 mars, elle a présenté la cérémonie des Oscars. C'est là qu'elle a pris le selfie le plus viral de l'histoire avec Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Bradley Cooper, Brad Pitt, Angelina Jolie. Le tweet a reçu plus de 3 millions de retweets. Twitter a littéralement planté. Techniquement, il s'agissait d'une publicité pour Samsung, mais en coulisses, elle avait publié le tweet depuis un iPhone. La cérémonie des Oscars de cette année-là a attiré 43 millions de téléspectateurs. Zoa fut le plus grand moment public de sa carrière. Elle est devenue la femme la mieux payée de la télévision, gagnant 75 millions de dollars par an. Puis vint sa propre marque. En juin 2011, elle a lancé Eddie by Ellen. La marque a débuté avec des blazers à 175 $ et des dessous de verre à motif de chou frisé à 50 $. Le nom venait d'un surnom que lui avait donné Portia. La marque s'est rapidement développée. Ses produits sont apparus chez Nordstrom Gap Kids et Bed Bath & Beyond. Elle a lancé une émission de décoration sur HGTV. Elle a publié un livre de décoration intérieure au prix de 35 $. En 2016, elle a fondé Ellen Digital Ventures et a obtenu le contrôle total d'EllenTube, sa plateforme vidéo. Sa fortune a grimpé en flèche. En 2017, elle valait environ 450 millions de dollars. En 2007, elle a présenté les Oscars pour la première fois, une cérémonie qui a récompensé 40 prix avec 18 millions de téléspectateurs. Le public de jeunes femmes a augmenté de 15%. Le thème de cette année-là était les répliques cultes du cinéma. Elle a livré une prestation remarquable. Les critiques ont décrit sa performance comme surintelligente et soignée. Puis en 2016, le président Obama lui a remis la médaille présidentielle de la liberté. La cérémonie a eu lieu le 22 novembre. Ellen a fondu en larmes. Obama a déclaré qu'elle avait porté le poids de faire son coming out publiquement, à une époque où personne d'autre n'osait le faire. Il a dit qu'elle avait contribué à rendre le monde plus honnête et plus ouvert. Ce jour-là, elle se tenait aux côtés de légendes telles que Tom Hanks, Bruce Springsteen et Michael Jordan. Ce prix n'a pas simplement fait d'elle une star, il a fait d'elle une icône. En 2000 look, elle avait déjà fait don de près de 10 millions de dollars aux efforts de secours après l'ouragan Katrina. Elle est retournée à la Nouvelle-Orléans en 2006 et a personnellement aidé à ouvrir un restaurant pour une femme qui avait tout perdu. Elle a utilisé son émission de télévision, sa notoriété et son influence. Warner Bros. A contribué à hauteur de 500 000 $. Elle a pris la parole pour les personnes abandonnées par le gouvernement. Elle s'est tenue dans les rues de sa ville natale criant dans un mégaphone « Reconstruisez la Nouvelle-Orléans ». Et tout au long de cette période, Ellen a continué à développer sa carrière. Son émission rapportait entre 70 et 90 millions de dollars par an. Elle conservait 60% de cet argent grâce aux rediffusions, aux accords commerciaux et aux revenus publicitaires. Elle gagnait environ 287
à 356 $ par téléspectateur épisode. Cela signifiait que le simple fait d'apparaître et de présenter l'émission lui rapportait environ 50 millions de dollars. Elle a signé un contrat avec CoverGirl. Elle a continué à prêter sa voix à Dory. Elle et Portia ont investi dans l'immobilier, achetant et revendant des dizaines de grandes propriétés à travers la Californie. En juillet 2020, une vérité choquante a commencé à émerger derrière les lumières éblouissantes et les sourires éclatants de The Ellen DeGeneres Show. Le 6 juillet, BuzzFeed a publié un article dévoilant les expériences de 36 employés actuels et anciens ayant travaillé sur le plateau. Et le lieu de travail n'avait rien à voir avec l'endroit joyeux et chaleureux imaginé par les téléspectateurs. Au contraire, il décrivait un environnement empreint de peur. Certains disaient qu'on pouvait être puni simplement pour avoir demandé un congé après le décès d'un parent. D'autres disaient qu'ils n'avaient pas le droit de parler à Ellen, ni même de la regarder. Une femme noire a raconté que des producteurs seniors avaient fait des remarques déplacées sur sa coiffure, la jugeant trop typée pour la télévision. Un autre employé noir a raconté qu'on lui avait demandé de se lisser les cheveux au sèche-cheveux pour paraître plus professionnel. Il ne s'agissait pas simplement de problèmes mineurs. Ils formaient un schéma. La devise « Soyez gentil » qui avait rendu l'émission célèbre n'existait pas dans la réalité. Un employé a résumé le problème par une courte déclaration qui a profondément résonné auprès de nombreuses personnes. Cette bienveillance n'existait que lorsque les caméras tournaient. Tout n'était qu'une mise en scène. La personne la plus critiquée fut le producteur exécutif Ed Glavin. Des employés ont raconté qu'il régnait par la peur. Son comportement était agressif et franchissait de nombreuses limites. Plus d'une douzaine d'employés ont affirmé qu'il les avait touchés sans leur consentement, en particulier lors des tournages en direct. Selon les sources, il posait fréquemment ses bras autour de leur taille, leur touchait le dos, commentait leur physique, et se serait même une fois pressé contre une femme dans une salle de montage. Les femmes de l'équipe se sentaient si mal à l'aise qu'elles formaient des groupes pour éviter de se retrouver seules avec lui. Au cours d'une saison, Glavin a licencié 9 régisseurs de plateau, la plupart des hommes, simplement parce qu'ils le pouvaient. Lorsque des personnes se plaignaient, il leur disait qu'elles devraient s'estimer heureuses d'avoir encore un emploi et les menaçait de les mettre sur liste noire si elles causaient des ennuis. Il est resté en poste pendant plus de 7 ans avant d'être finalement licencié en août 2020. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Certains employés ont déclaré avoir perdu leur emploi après avoir demandé un congé pour une opération chirurgicale, un traitement en santé mentale ou même le décès d'un proche. Un employé a raconté avoir été licencié quelques jours seulement après la mort de sa mère. Ses supérieurs auraient dit que le deuil rendait les gens peu fiables. Une autre personne a été forcée de choisir entre son emploi et la greffe de moelle osseuse de son enfant. Lorsqu'elle a refusé de reporter l'opération pour s'adapter au calendrier de tournage de l'émission, elle a été rétrogradée, puis a fini par perdre son emploi. Une scénariste a dénoncé des blagues racistes dans la salle des scénaristes, mais a été licenciée seulement 2 semaines plus tard. Le service des ressources humaines de l'émission ne fut d'aucune aide non plus. Un ancien employé a dit s'être senti complètement impuissant et pris au piège. Mais le problème ne venait pas uniquement des producteurs. Kevin Leman, scénariste en chef et coproducteur exécutif, a fait face à plus de 10 accusations de harcèlement sexuel, toutes émanant d'employés masculins. L'incident le plus grave se serait produit en 2013 lorsqu'il aurait acculé un jeune scénariste dans les toilettes lors d'une fête exigeant une fellation, tout en lui promettant que cela profiterait à sa carrière. Il aurait aussi été accusé d'avoir tripoté d'autres assistants masculins pendant des réunions. Un employé a raconté que Lehman lui avait touché les parties génitales devant d'autres personnes. Un autre a dit que Lehman l'avait embrassé dans le cou sur un parking tout en le plaquant contre un mur. Il ciblait fréquemment de jeunes scénaristes masculins, promettant de faire avancer leur carrière en échange de faveurs sexuelles. Il aurait dit un jour à une victime « C'est Hollywood petit ». Des plaintes avaient été déposées dès 2014, mais avaient été ignorées jusqu'à ce que l'article de BuzzFeed force l'entreprise à agir. Il a finalement été licencié en août 2020. Puis en 2025, une autre histoire troublante a fait surface. Un ancien caméraman a décrit ce qu'il appelait « le regard d'Hélène ». Selon lui, il s'agissait d'un regard froid qu'Hélène posait sur des membres du public, les yeux plissés et les pommettes remontées comme une reine, choisissant la prochaine personne à punir. Le caméraman A racontait que l'émission avait vu défiler 9 régisseurs de plateau en une seule saison, tous des hommes, parce qu'Hélène semblait ne pas apprécier les employés masculins. Certains employés masculins avaient tellement peur qu'ils n'osaient pas se laisser surprendre en train de parler à Portia, l'épouse d'Hélène. Même une brève conversation polie pouvait vous coûter votre emploi par jalousie. Un moment foot particulièrement marquant. Le caméraman a été témoin d'Hélène interdisant à Gordon Ramsay de reparaître dans l'émission après qu'il se fût plaint que de la viande avariée avait été utilisée lors d'un segment culinaire.
Elle aurait dit à un producteur « Ne laissez plus jamais revenir cette personne dans l'émission ». Mais le cas le plus déchirant restait celui de la greffe de moelle osseuse. On avait demandé au producteur de reporter l'opération de son enfant. Ce détail a continué à être rappelé, rappelant à tous que la loyauté envers l'émission était toujours placée au-dessus de la compassion. Zoa Moïse de Juillet-là, l'acteur Brad Garrett, apparu de nombreuses fois dans l'émission d'Hélène, a finalement pris la parole à minuit, le 31 juillet 2020. Il a publié sur Twitter que les mauvais traitements sur le plateau venaient d'en haut et qu'il connaissait plusieurs personnes ayant été traitées de façon abominable. Le tweet a immédiatement suscité une vive réaction. Quelques heures plus tard seulement, Lea Thompson, une autre actrice respectée, l'a publiquement soutenue. Elle a simplement répondu de façon affirmative. Ça fut le moment où les initiés ne se contentaient plus de chuchoter sur ce qui se passait. Mais pour de nombreux fans, les fissures étaient déjà apparues bien plus tôt. En novembre 2015, lors d'une interview en direct, l'actrice Dakota Johnson a corrigé Hélène calmement mais fermement. Hélène avait plaisanté en disant qu'elle n'avait pas été invitée à la fête des 30 ans de Dakota. Dakota l'a regardée et a répondu que ce n'était en réalité pas vrai. Elle avait bel et bien été invitée. Elle a même rappelé comment Hélène s'était plainte l'année précédente de ne pas avoir été invitée. Quand Hélène a paru surprise, Dakota a ajouté quelques précisions. Hélène a maladroitement admis qu'elle avait un emploi du temps chargé. Ce moment semblait très authentique et montrait aux téléspectateurs quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, quelqu'un contestant ouvertement Hélène dans sa propre émission. Taylor Swift avait vécu une situation similaire. En 2019, Hélène a taquiné Taylor à plusieurs reprises à propos de sa relation avec Zac Efron. Taylor a démenti. Mais Hélène a insisté et le public a ri. Hélène a alors proposé à Taylor de jouer à un jeu. Elle devait faire sonner une cloche à chaque fois qu'apparaissait à l'écran la photo d'une personne avec qui elle était sortie. Taylor a dit qu'elle ne voulait pas jouer car cela la mettait mal à l'aise. Mais Hélène a continué d'insister. Taylor semblait sur le point de pleurer et a demandé qu'on arrête. Des années plus tard, l'extrait est devenu massivement viral sur TikTok et les gens ont commencé à le voir différemment. Ce n'était plus drôle, c'était devenu triste. En 2008, Hélène a également mis Mariah Carey dans une position inconfortable. À l'époque, des rumeurs couraient selon lesquelles Mariah pourrait être enceinte. Hélène a sorti du champagne et lui en a proposé. Mariah a protesté disant qu'il s'agissait de pression sociale. Mais elle a tout de même pris une gorgée. Hélène s'est immédiatement exclamée triomphante. Sur le moment, cela semblait être une blague. Mais des années plus tard, Mariah a révélé avoir fait une fausse couche peu après cette émission, et qu'elle n'était alors pas prête à partager sa grossesse avec qui que ce soit. Ce moment n'était pas seulement gênant, il était aussi incroyablement douloureux. Kathy Griffin a également entretenu une longue rivalité avec Hélène. Celle-là a commencé en 1986, lorsque Griffin est apparue en tant qu'invitée dans l'une des sitcoms d'Hélène. On lui avait demandé de chanter un jingle publicitaire lors d'une lecture au plateau, et la façon dont Hélène le lui avait ordonné l'avait profondément humilié. Leur relation s'est encore détériorée après la mort de Joan Rivers. Griffin voulait qu'Hélène soutienne une émission hommage. Hélène a refusé disant que Joan était très méchante. Griffin en colère a plus tard écrit à ce sujet dans son livre de 2017. Elle n'a pas nommé Hélène directement mais tout le monde comprenait de qui elle parlait. Elle a aussi affirmé qu'Hélène l'avait même fait bannir de la loge aux Emmy Awards. Après l'enquête de BuzzFeed, les événements se sont précipités. Warner Media a lancé une enquête. 3 producteurs de haut rang, Lehman Glavin et Jonathan Norman, ont été licenciés le 17 août 2020. D'anciens employés ont continué à partager d'autres témoignages. Une employée noire a raconté qu'un scénariste lui avait dit un jour qu'il ne connaissait que les noms des employés blancs. Une autre personne était revenue travailler après une tentative de suicide, mais avait été licenciée peu après. Hélène s'est entretenue avec plus de 200 membres de son équipe lors d'un appel vidéo et a reconnu avoir dirigé l'entreprise comme une machine, plutôt que comme un lieu fait pour des êtres humains. Lorsque la saison 18 a débuté le 21 septembre 2020, elle a ouvert l'émission par des excuses, mais ces mots n'ont pas suffi à convaincre. Elle a dit des choses comme « Si j'ai un jour déçu quelqu'un », laissant entendre qu'elle-même n'était pas certaine que cela se soit réellement produit. Elle a ensuite suggéré que les attaques contre elle étaient délibérées, comme si quelqu'un cherchait intentionnellement à la faire tomber. Lock Public a eu le sentiment qu'elle essayait de se présenter comme la victime. Et une fois de plus, Brad Garrett et Lea Thompson ont rappelé à tous que rien de tout cela n'était nouveau. Cela durait depuis des années. Lockmal était déjà fait. De septembre 2020 à mars 2021, plus d'1 million de téléspectateurs ont cessé de regarder l'émission. L'audience est passée de 2,6 millions à 1,5 million, soit une baisse de près de 43%. Le public de base de l'émission Les femmes de moins de 54 ans a chuté de 38%. Les revenus publicitaires sont passés de 131 à 105 millions de dollars, une perte de 26 millions de dollars.
Même l'épisode contenant ses excuses avait d'abord connu une hausse d'audience. Mais par la suite, le public n'est pas revenu. En 2022, l'émission peinait à maintenir plus de 1,5 million de téléspectateurs. Le dernier épisode a été diffusé le 26 mai 2022. Après 19 saisons, l'émission a officiellement pris fin. En 2024, Hélène a sorti un spécial Netflix intitulé « For Your Approval ». Ce fut sa dernière prestation. Elle a plaisanté sur le fait d'avoir été chassée du show business pour avoir été trop difficile. Elle a dit que la fille gentille n'était en réalité pas gentille du tout. Elle a parlé de thérapie et de la difficulté qu'elle avait eue à gérer les critiques. Par la suite, elle et Portia ont déménagé en Angleterre, s'installant dans une propriété de 20 millions de dollars dans les Cotswolds. Elles y sont arrivées la veille de l'élection américaine de novembre 2024 et ont décidé d'y rester après s'être réveillées avec des messages en larmes d'amis à propos de la victoire de Trump. Mais même cette échappée n'a pas duré longtemps. En juillet 2025, elles avaient mis la propriété en vente pour 30 millions de dollars, expliquant qu'elles avaient besoin de meilleures installations pour leurs chevaux.